Imaginons un instant le scénario suivant. On passe les 10 ou 15 prochaines années de sa vie à gravir les échelons de son domaine d'activité, avec une discipline vraiment de fer. On sacrifie les soirées, on rogne sur le sommeil, on met entre parenthèses pas mal de relations importantes. Tout ça pour atteindre le sommet. Ouais, le fameux sommet. Exactement. Et puis, une fois arrivé tout en haut, fatigué mais victorieux, on regarde autour de soi et on réalise avec effroi que notre échelle était appuyée contre le mauvais mur. Ah ça, c'est l'image terrible par excellence. C'est fou, non? Tout cet effort pour une destination qui, au fond, ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait vraiment. C'est une image terrifiante, c'est sûr. Mais en fait, elle illustre parfaitement la réalité d'un nombre incalculable de trajectoires. On court, on optimise, mais on oublie juste de vérifier la direction. C'est ça. Alors, lors de la dernière étape de notre série d'exploration, on a posé les fondations cruciales, avec ce principe de la proactivité. On a décortiqué le fait qu'on est au volant, en fait, qu'on est les créateurs de notre propre vie. Tout à fait, on n'est pas de simples passagers. Sauf que cette prise de conscience, elle amène inévitablement une nouvelle tension. Parce que maintenant qu'on sait qu'on tient le volant, la grande question devient vers où on se dirige. Et c'est vraiment l'idée centrale de notre décryptage d'aujourd'hui. Ce principe d'une puissance redoutable qui dit « sachez dès le départ où vous voulez aller ». Et c'est un changement de paradigme fondamental. Du coup, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, ça va être de comprendre pourquoi définir une destination ultime, c'est pas juste un exercice théorique. Non, c'est clair. C'est vraiment une mécanique qui transforme radicalement nos décisions quotidiennes, même les plus banales. On va explorer ensemble comment on passe d'une vie subie à une vie intentionnelle et surtout comment construire ce que les textes nomment une constitution personnelle. Alors, pour commencer, il y a ce concept central qui traverse toutes nos sources. C'est le principe de la double création. Ouais. L'idée, c'est que toute chose naît deux fois. Il y a d'abord une création mentale, intellectuelle, et ensuite seulement la création physique. C'est souvent expliqué avec l'analogie de la construction d'une maison. C'est un très bon exemple, ça. Oui, parce qu'on ne va jamais donner le premier coup de pelleteuse au hasard sur un terrain vague. On va exiger des plans d'architecte, on va débattre pendant des heures de l'orientation des fenêtres pour la lumière du soir, de l'emplacement du patio, enfin bref. Absolument. Et cette phase d'imagination, de conception sur plan, c'est ça la première création. On sait très bien que si on bâcle cette étape, la deuxième phase, donc la construction réelle, ce sera un chaos total. Les murs de travers, la plomberie qui fuit... Voilà, on devra abattre des murs, tout refaire, ce qui va démultiplier les coûts et l'énergie dépensée. Mais attends, c'est là que je trouve qu'il y a un paradoxe énorme dans le comportement humain. Comment ça ? Si on exige des plans d'architecte ultra précis, millimétrés, pour une simple bâtisse en briques, pourquoi on laisse si souvent l'architecture de notre propre existence au hasard? Que ce soit notre carrière ou notre vie de famille. Genre, est-ce que c'est de la simple paresse intellectuelle ou est-ce qu'il y a un truc plus profond qui nous bloque? C'est une excellente question. Et en fait, c'est bien plus profond qu'un simple manque de volonté. Psychologiquement parlant, définir un plan de vie, c'est se confronter à la responsabilité. Et ça fait peur. Ouais, c'est vertigineux. Exactement. Si on ne planifie rien, techniquement, on ne peut pas échouer par rapport à un plan. C'est un mécanisme de défense hyper courant. Mais le danger, c'est ce que les spécialistes appellent vivre par défaut. Vivre par défaut. C'est ça. Si on ne prend pas en charge cette première création mentale de manière délibérée, le vide ne restera pas vide. Tu sais, la nature a horreur du vide. Donc ça veut dire que quelqu'un d'autre va dessiner le plan à notre place, en gros. Exactement. La société, notre milieu familial, les collègues ou même de nos jours la culture de l'immédiateté, les algorithmes, tout ça va écrire notre scénario. C'est dingue quand on y pense. Ces forces extérieures, elles comblent le vide en exploitant nos vulnérabilités humaines les plus basiques. Notre besoin viscéral d'être accepté, d'appartenir à un groupe, de ne pas faire de vagues. Du coup, on se retrouve à vivre un scénario purement réactif, dicté par l'extérieur, tout en croyant sincèrement faire nos propres choix. C'est super insidieux en fait. On devient un simple figurant bien obéissant dans le film de quelqu'un d'autre. C'est exactement le risque. Et ça nous amène direct à une distinction chirurgicale que font les textes et qui explique en grande partie pourquoi on se trompe de mur avec notre fameuse échelle du début. C'est la confusion permanente qu'on fait entre le leadership et la gestion. Ah oui, ça c'est le nœud du problème. En fait, la gestion, ça se concentre sur le comment. C'est l'efficacité, la performance, la vitesse à laquelle on exécute les choses. D'accord. Le leadership, en revanche, ça se concentre sur le quoi et le pourquoi. C'est l'orientation globale, la vision de la destination. Pour reprendre une analogie de marche en forêt, la gestion, ce serait d'avoir les meilleures chaussures de randonnée du marché, un sac à dos réglé au millimètre et de marcher à un rythme record. Mais le leadership, c'est de s'arrêter, de grimper sur un arbre, de regarder la boussole et de crier « Attendez,
on s'enfonce droit dans un ravin, là. C'est ça. On peut être un gestionnaire exceptionnel de son propre quotidien avec un agenda hyper optimisé, tout codé par couleur, et être en même temps un leader désastreux de sa propre vie. Ah ouais, l'agenda parfait qui nous mène dans le mur. Exactement. Et ce déséquilibre, il fait des ravages même dans la sphère la plus intime. Les sources pointent un exemple vraiment parlant concernant l'éducation des enfants. Ah ça va parler à beaucoup de monde. Face à la pression du quotidien, à l'épuisement nerveux après une journée de boulot, le cerveau humain bascule naturellement en mode survie. Il cherche l'ordre immédiat. Et là, les parents se laissent enfermer dans la gestion pure et dure. C'est-à-dire qu'on transforme la maison en petite usine de production où le seul truc important, c'est que ça tourne bien et sans bruit. Voilà, on gère la crise du mardi soir, on met des règles strictes, on hausse le ton pour que la chambre soit rangée vite fait ou que les devoirs soient expédiés. En fait, c'est de l'efficacité à très court terme. Mais on perd de vue le long terme, du coup. Exactement. En faisant ça, on oublie d'exercer un véritable leadership. Le leadership parental, ça exigerait de se poser une seconde et de se dire quelle atmosphère globale est-ce que je veux vraiment créer dans cette maison. Ouais. Est-ce que mon but ultime, c'est d'avoir un enfant obéissant à la minute près ce soir précis, ou c'est de former un futur adulte autonome avec une bonne estime de lui-même, capable de faire ses propres choix? Ah oui, ça change tout. Si on garde ce but final en tête, la manière dont on va gérer le conflit des devoirs n'a plus rien à voir. C'est exactement ça la différence entre gérer et mener. Bon, d'accord, je comprends super bien la mécanique. Mais admettons, on écoute ça, on réalise aujourd'hui qu'on est en train de grimper sur la mauvaise échelle, qu'on est totalement englué dans la gestion réactive et qu'on a laissé la société écrire notre scénario. Oui. Comment on fait concrètement pour s'arrêter et réécrire le script en plein milieu du film? Parce que bon, ça demande une audace incroyable, non? Ça demande une sacrée audace, oui, mais ça demande surtout d'utiliser des facultés cognitives qui nous sont propres en tant qu'humains. L'analyse met beaucoup en avant la conscience de soi, qui permet d'observer son propre scénario de l'extérieur, tu vois. Et on combine ça avec l'imagination et la conscience morale pour en forger un tout nouveau. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a ce cas historique dans nos sources, celui d'Anwar el-Sadat, l'ancien président égyptien. C'est censé illustrer cette puissance intérieure, non? Tout à fait. C'est un exemple frappant. Et juste pour préciser, on aborde ça purement sous l'angle psychologique. On reste bien sûr totalement neutre sur le plan géopolitique. Bien sûr, c'est la mécanique humaine qui nous intéresse ici. Dans sa jeunesse, il s'est retrouvé emprisonné à l'isolement pour des raisons politiques. La réaction par défaut, la gestion réactive dans une situation pareille, c'est de se laisser ronger par la haine de ses geôliers, de se victimiser ou même de sombrer dans la folie, quoi. C'est le script totalement attendu. Mais lui, il a utilisé ce temps pour opérer une vraie séparation mentale. Il a réalisé que, certes, ses geôliers contrôlaient son corps, mais ils n'avaient strictement aucun accès à son esprit. C'est la liberté ultime, en fait. Exactement. Par une introspection vraiment profonde, il a développé sa conscience de soi pour observer ses propres pensées de colère comme si c'était des objets extérieurs. Et en comprenant comment fonctionne cet espace entre un stimulus externe, donc la prison, et sa propre réponse, il a pu complètement désactiver ses réflexes de haine. C'est dingue. Il va littéralement reprogrammer ses voies neuronales en refusant de jouer la partition classique de la victime. Voilà, il a utilisé son imagination pour concevoir un paradigme mental complètement différent, et des années plus tard, quand il est devenu chef d'État, ce travail intérieur a porté ses fruits. Parce qu'il s'est retrouvé face à ce conflit régional figé dans des décennies de haine. C'est ça. Et au lieu de suivre le scénario de la vengeance que tout le monde attendait de lui, il a refusé. Il a visualisé une possibilité inédite de paix, ce qui a finalement mené aux accords de Camp David. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir ici, c'est la pure mécanique psychologique. Ouais, c'est clair. La refonte mentale, faite dans le silence d'une cellule, qui finit par remodeler le monde extérieur. La création mentale précède toujours la réalité physique. C'est un exemple magistral. Tout à fait. Mais si je peux me faire la voix de ceux qui nous écoutent, on se pose probablement tous la même question, là. Comment un individu ordinaire peut déclencher un tel changement de paradigme intérieur? Je veux dire, on n'est pas dans une cellule d'isolement pendant des mois. On a des factures à payer, des réunions qui s'enchaînent. L'urgence du quotidien, oui. Voilà, l'urgence nous empêche vachement de prendre ce recul. C'est une objection tout à fait légitime. En fait, le quotidien nous maintient piégés dans notre hémisphère cérébral gauche. C'est cette partie du cerveau qui est responsable de la logique, du séquençage, du calcul du temps, de tous les petits détails administratifs. Le côté hyper rationnel, quoi. Voilà. Et pour provoquer un vrai changement de perspective, il faut forcer le cerveau à court-circuiter cette gestion terre-à-terre. Il faut mobiliser massivement l'hémisphère droit, celui de l'intuition, de l'imagination globale, de la synthèse.
Donc, si je file un peu la métaphore, l'hémisphère gauche, ce serait notre GPS tactique qui cherche en permanence l'itinéraire le plus rapide pour éviter les bouchons, alors que l'hémisphère droit, c'est la partie de nous qui doit d'abord décider dans quel pays on a vraiment envie de voyager. Ah, c'est une excellente métaphore, c'est tout à fait ça. Et pour réveiller ce fameux hémisphère droit, les sources proposent un exercice de visualisation d'une intensité assez redoutable, faut le dire, le test de l'oraison funèbre. Ouf, ouais. Alors ça, quand j'ai parcouru cette partie, je t'avoue, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc cognitif. C'est assez troublant, pour ne pas dire un peu glauque à première vue. C'est vrai que ça peut paraître glauque, mais c'est totalement voulu. C'est ce qu'on appelle un pattern interrupt, une rupture de schéma en français. Le cerveau gauche, il est juste incapable de traiter de manière logique l'idée de sa propre mort, de sa propre inexistence. Il bug, en gros. Exactement. Du coup, face à cet exercice, il capitule et il laisse le champ libre au cerveau droit. Le principe, il est brutalement simple. Il faut s'isoler, fermer les yeux et s'imaginer en train d'assister à son propre enterrement. Rien que ça. Il faut tout visualiser. Les chaises, la lumière, la musique dans la pièce et surtout les personnes qui s'avancent vers le pupitre pour parler de vous. Et les sources précisent bien qu'on doit imaginer des personnes précises. Genre un membre de sa famille, un ami très proche, un collègue avec qui on bosse depuis des années, et puis peut-être quelqu'un de sa communauté ou de son quartier. C'est ça. Et là, la question centrale se pose. Que voudriez-vous profondément entendre de leur bouche à ce moment précis? Attention, pas ce qu'ils diraient là, aujourd'hui, mais ce que vous aimeriez qu'ils disent. Mais la nuance est de taille. Quel genre de conjoint, de parents, d'amis ou de collègues souhaitez-vous avoir été à leurs yeux? Quelle contribution, quel trait de caractère vous voulez qu'ils retiennent? Ce qui est fascinant avec ce truc, c'est la fulgurance avec laquelle ça opère un tri monumental dans nos priorités. Ah oui, c'est instantané. Face à cette fameuse ligne d'arrivée définitive, toutes les trivialités qui nous bouffent au quotidien, elles s'évaporent direct. Les petites rancunes de bureau, le désir compulsif de s'acheter une nouvelle voiture pour impressionner le voisin, l'obsession d'avoir absolument le dernier mot en réunion. Tout ça n'a plus aucun sens. Soudainement, ça n'a plus aucun poids, ouais. Parce qu'en fait, personne sur son lit de mort ne regrette de ne pas avoir passé quelques week-ends de plus à éplucher des tableaux Excel. C'est là que les valeurs réelles émergent à la surface. La qualité des liens qu'on a tissés, l'intégrité de notre comportement, l'aide qu'on a apportée aux autres. C'est un puissant filtre. En quelques minutes d'introspection sérieuse, cet exercice met un projecteur aveuglant sur le fameux bon mur contre lequel on devrait poser notre échelle. D'accord, donc, notre cerveau droit, via cet exercice de l'oraison funèbre, y capte l'essence pure de nos valeurs, il a identifié la destination, mais la question qui tue. Une fois qu'on a rouvert les yeux et qu'on retourne au bureau le lundi matin à 9 h, comment on évite que cette belle épiphanie se dissipe dans la nature? Ah, c'est le grand défi. C'est là que l'hémisphère gauche doit reprendre le relais pour structurer cette vision de manière concrète, non? C'est exactement là qu'intervient la création d'un énoncé de mission personnelle. Une fois que l'intuition est capturée, l'intellect rationnel doit la traduire en mots. Il s'agit vraiment de rédiger un document fondateur explicite. Et on y met quoi dans ce document? Ça définit ce que l'on veut être, donc nos valeurs de caractère, et ce que l'on veut faire, c'est-à-dire nos contributions au monde. Et ce texte a vocation à devenir une véritable constitution personnelle. Une constitution. Le terme est fort. Mais honnêtement, quand on entend ça aujourd'hui, ça peut sonner incroyablement rigide. Tu trouves ? Dans un monde qui va à 200 à l'heure, où les carrières bifurquent sans arrêt, où la tech bouleverse nos vies tous les 6 mois, s'enfermer dans des règles gravées dans le marbre sur un bout de papier, est-ce que c'est pas un handicap pour l'adaptabilité au final? C'est une perception très courante, je te l'accorde. Mais, paradoxalement, c'est l'inverse qui est vrai. Prenons l'image d'un arbre face à une tempête. Vas-y. Plus ses racines sont ancrées profondément et solidement dans la terre, plus ses branches peuvent se plier et s'adapter au vent violent, sans que l'arbre ne se déracine. Si tu as un noyau interne, une constitution qui ne change pas au gré du vent, ça te donne justement le sentiment de sécurité nécessaire pour embrasser le changement extérieur. Je vois. Tu n'es plus ballotté par les modes, par les critiques des uns et des autres, ou par l'incertitude économique, tout simplement parce que tu sais intimement ce qui est inébranlable en toi. Donc c'est cette clarté interne qui permet la flexibilité externe en somme. Exactement. D'ailleurs, les textes partagent une anecdote très concrète de l'auteur sur ce processus de rédaction, qui est super intéressante. Oui, l'histoire de la plage. Voilà. Il explique qu'il s'est retiré tout seul sur une plage, après avoir fait pas mal de vélo pour épuiser un peu son corps et vider son esprit de l'urgence du moment.
Et là, armé de son petit carnet, il a passé des heures à lutter avec les mots, à écrire, à raturer, à affiner sa pensée. Et ce que je retiens de ça, c'est que l'exercice, c'est pas de remplir un petit formulaire en ligne en 5 minutes. Ah non, surtout pas. Le processus lui-même, ce travail de réflexion et de filtration, il est au moins aussi transformateur que le produit final qu'on obtient, non? C'est essentiel, oui. L'effort de trouver les mots justes, ça oblige vraiment l'esprit à clarifier ses convictions, qui souvent sont un peu brumeuses. Cela dit, l'analyse pointe un écueil majeur dans cet exercice. Il y a un très grand danger de déséquilibre. Le vrai risque, c'est d'être aspiré par un seul et unique prisme. Très souvent, animé par la passion ou influencé par la pression économique, on va rédiger une mission de vie entièrement centrée sur la réussite professionnelle. Ah oui, le fameux bourreau de ce travail. C'est ça. Les gens construisent un empire au bureau, mais ils laissent tout le reste de leur vie en friche. Et pour contrer ça, la méthode exige de diviser cette constitution en ce qu'on appelle des rôles et objectifs. D'accord, on cartographie notre identité en quelque sorte. Précisément, parce que chacun de nous endosse de multiples rôles au quotidien. On peut être conjoint, parent, entrepreneur, manager, bénévole dans une asso le week-end ou simplement ami. L'équilibre global exige de définir des valeurs et des objectifs ultra clairs pour chacun de ces rôles. Ça fait beaucoup de choses à penser. Oui, mais c'est crucial. Si l'un de tes rôles c'est conjoint, ton objectif c'est pas seulement de cohabiter sous le même toit, c'est de définir concrètement comment tu comptes nourrir l'intimité et le soutien dans ton couple. C'est cette architecture multirôle qui empêche le succès d'un côté de masquer un échec cuisant de l'autre. C'est une sorte de filet de sécurité structurel contre nos propres obsessions, quoi. C'est exactement ça. Mais alors, ce qui est vraiment remarquable dans nos sources, c'est que ce mécanisme ne s'arrête pas du tout aux frontières de l'individu. Ah non, pas du tout. Cette double création, elle est tout aussi vitale pour la dynamique des groupes. Je veux dire, les familles, les entreprises, les équipes de sport. La logique s'applique à absolument toute entité collective. L'exemple de la famille, il est d'ailleurs très instructif. L'auteur raconte comment sa propre famille a pris le temps de rédiger une mission commune. Ouais. Et c'est pas juste une vague déclaration d'intention oubliée dans un dossier sur l'ordi. Non. Ce texte, il est encadré, il est affiché bien en évidence sur le mur du salon et il est réévalué 2 fois par an, comme une sorte de rite de passage. C'est sérieux. Très. Ils le font en septembre pour la rentrée et juste avant les grandes vacances d'été. Bon, au-delà de l'aspect un tout petit peu la petite maison dans la prairie de l'idée, à quoi ça sert concrètement un tel parchemin au quotidien? Je veux dire, quand la tension monte, qu'il est 19 heures et que tout le monde crie dans la maison, est-ce que ça marche vraiment de pointer le tableau? Eh bien, c'est justement là que ça révèle toute son utilité. Ce document, en fait, il devient le standard objectif d'autorité. Plutôt que de voir les parents s'égosiller pour imposer leur volonté, souvent sous le coup de la colère ou de la fatigue, Ce qui arrive souvent. bien sûr, eh bien là, le document sert d'arbitre neutre. Face à un conflit ou une décision difficile, la question n'est plus qui crie le plus fort ici, mais plutôt est-ce que cette décision honore notre mission familiale d'entraide, de respect ou d'apprentissage mutuel? Ah oui, l'autorité n'est plus basée sur le statut hiérarchique du parent, mais sur un ensemble de principes qu'ils ont choisis ensemble. C'est malin. C'est très puissant pour apaiser les tensions. Et alors, si on transpose ça au monde de l'entreprise? On sent tout de suite le potentiel énorme, mais on sent aussi le gros piège. Lequel? J'ai vu un point d'attention crucial dans les textes, c'est la participation. Pour qu'une mission d'entreprise fonctionne vraiment, elle ne peut pas être rédigée juste par un comité de direction réuni en secret pendant un séminaire à la montagne, puis, pouf, redescendu aux employés sous forme de superbes posters brillants dans les couloirs. Oh là là, ça c'est la recette garantie pour susciter un cynisme monumental dans les équipes. C'est clair. Si la mission est imposée du haut vers le bas, elle n'aura jamais, au grand jamais, d'adhésion réelle. Le principe psychologique derrière ça, il est implacable. Sans implication, il n'y a pas d'engagement. Pour qu'une mission d'entreprise ait le pouvoir de transformer la culture interne, tous les collaborateurs doivent, d'une manière ou d'une autre, participer à sa création. Mais attends, ça demande un temps fou et des débats infinis d'impliquer tout le monde, non? Ah oui, c'est un investissement hyper lourd en temps lors de cette fameuse première création, c'est sûr. Mais le retour sur investissement dans la deuxième création, donc la réalité quotidienne de l'entreprise, il est incalculable. Comment ça? Quand les employés ont eux-mêmes participé à forger la boussole, ils l'internalisent, ils se l'approprient complètement. Du coup, le besoin de les surveiller, de les micromanager ou de multiplier les procédures de contrôle s'effondre. Ah oui, l'équipe se gouverne.
Voilà, parce que chaque membre évalue ses propres actions à l'aune de ce standard partagé qu'il a aidé à construire. C'est vraiment la clé. Alors, si on prend un peu de recul pour rassembler toutes les pièces du puzzle aujourd'hui, le fil conducteur de notre exploration, c'est vraiment cette prise de conscience que notre réalité quotidienne, que ce soit notre agenda perso, l'ambiance à la maison ou les résultats de notre boîte, tout ça, c'est que la copie physique d'un modèle mental. C'est le résumé parfait. Et si on laisse ce modèle se dessiner par défaut, au gré des urgences, des algorithmes ou de la pression sociale, on finira inévitablement par découvrir que notre échelle est appuyée contre le mauvais mur. Déterminer, avec une vraie lucidité, parfois même en osant regarder la fin en face, la destination finale qu'on vise. C'est la seule et unique manière de redonner un vrai cap aux milliers de petits choix qu'on fait chaque semaine. Et pour prolonger cette dynamique intérieure, je propose de conclure sur une pensée pragmatique et, allez, un peu provocatrice. Oh, j'aime bien ça. Imaginons qu'un auditeur externe, froid et totalement neutre, vienne décortiquer toutes les actions que vous avez effectuées au cours des 30 derniers jours. Il analyse les heures passées sur le téléphone, la nature exacte des conversations, où l'argent a été dépensé et les priorités qui ont été défendues. À partir de ces seules données purement factuelles, quelle mission de vie ce détective devinerait qu'on poursuit en secret? Ah, aïe, ça fait un peu mal, hein, comme question. C'est un vrai test de vérité. Est-ce que cet observateur conclurait que votre mission, c'est de bâtir des relations solides, de laisser un monde meilleur et de grandir intellectuellement? Ou bien, Ou bien est-ce qu'il déduirait que la mission principale consiste à scroller frénétiquement pour éviter l'ennui, à accumuler du statut social ou simplement à éteindre des incendies au boulot pour paraître indispensable? En somme, la question à se poser, c'est: l'agenda actuel est-il le reflet des valeurs profondes ou n'est-il que le miroir de l'urgence et de l'approbation sociale du moment? c'est une question vertigineuse, mais elle est vitale. C'est vraiment l'électrochoc nécessaire avant d'aborder la prochaine étape de notre série. Tout à fait. Parce que la suite, ça consistera à faire le pont entre ces fameuses valeurs fondamentales dont on vient de parler et l'agenda concret en se penchant enfin sur la gestion du temps. Mais sans cette boussole de la destination finale, toutes les techniques de productivité du monde ne feront que nous aider à nous perdre beaucoup plus efficacement. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.